À l'Université Laval, la crise s'est installée quand même, là, doucement. C'est-à-dire qu'on a vu arriver les cas ailleurs, de COVID ailleurs dans le monde. On a vu la situation s'installer, se détériorer ailleurs. Et dès la fin janvier, on a installé une cellule de veille à l'Université Laval pour suivre ce qui se passait. Et on a commencé à se préparer à l'éventualité d'une crise majeure. Ce qui a fait que quand le gouvernement, au mois de mars, a annoncé la fermeture des activités en présence sur les campus universitaires, nous étions prêts à déployer notre centre de gestion de crise, ce qu'on a fait, et ce qui nous a permis de travailler dans un modèle de coordination intégrée. On a fait tomber plusieurs silos pendant la gestion de la COVID. Les équipes étaient tous réunies et ce centre de gestion de crise a pris la relève de la gouvernance régulière et a permis une prise de décision quotidienne pour mettre en place les dispositifs, revoir les règlements, assurer la continuité du travail malgré le contexte dans lequel on devait travailler. Alors, j'étais très, très, très fière, je dois dire, à la fois de notre capacité à s'installer rapidement en mode de gestion de crise efficacement, mais aussi dans la façon où cette coordination s'est déployée puis s'est opérée au bénéfice de la mission universitaire. C'est sûr que le contexte, là, en temps de gestion de crise, ce qui est important, c'est la rapidité. C'est d'être capable de rapidement voir les informations, rapidement prendre des décisions, rapidement mettre en œuvre. Donc, pour y arriver, comme je le disais plus tôt, on a déployé un centre de gestion de crise. Ce centre de gestion de crise nous a permis une coordination transversale où les silos sont tombés et où on a été capable de rapidement apporter des solutions aux défis nombreux quotidiens qui se posaient à nous. Une fois que ça est déployé, je vous dirais que l'opération principale a été de mettre en place une dynamique de communication régulière, pertinente et qui faisait en sorte qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre de membres de notre communauté universitaire. Associée à cette étape de communication est venue la capacité qu'on a mis en œuvre de répondre aux questions. Parce qu'une grande université comme la nôtre, des dizaines de milliers d'étudiants, plusieurs employés, les questions venaient de toutes parts. Elles étaient très différentes les unes des autres. Donc, tout de suite, on a déployé une équipe capable de répondre aux nombreuses questions et déployer les capacités pour afficher les informations sur un site web dédié à la COVID-19 et aux efforts qui étaient déployés. Travailler de très, très près et mettre en place un canal très structuré de communication avec les autorités publiques, sanitaires, les gouvernements. Je dis les gouvernements parce qu'au Canada, on travaille avec le gouvernement fédéral, avec le gouvernement provincial, avec le municipal. Bon, chaque pays a sa structure gouvernementale. Et aussi mettre en place les échanges presque quotidiens, en tout cas certainement hebdomadaires, avec les autres collègues recteurs, rectrices des universités du Québec. Ça a été très important, cette étape-là. Le télétravail a été une étape importante. Je vous dirais qu'on a été agréablement surpris de voir qu'on pouvait basculer en télétravail l'ensemble de nos opérations. Et évidemment, quand je dis l'ensemble des opérations qui ne nécessitent pas une intervention physique sur site comme la plomberie ou l'électricité ou la sécurité, mais pour le reste, on s'y est mis et on a réussi. Plus tard, en place une équipe conseil qui me conseille directement en termes de santé publique. Alors, certains de nos experts, professeurs, qui travaillent à l'Institut national de santé publique, qui
qui sont extraordinaires, psychologues aussi, qui travaillent en santé mentale, des gens qui vivent de grands traumatismes, des collectivités qui vivent de grands traumatismes, nous aident et nous aident encore à mieux comprendre les enjeux et les tenants et aboutissants de ces règles, de ces lois, de cette situation de la COVID-19. Les étapes qui ont suivi, en priorité, auront été d'assurer l'intégrité de la session d'hiver 2020, s'assurer que nous puissions amener à terme tous ces étudiants qui étaient inscrits dans nos programmes, dans nos cours. Et en fait, ça a demandé un exercice majeur. On a basculé plus de 73% de notre offre de formation à distance en moins de 10 jours. Un travail colossal, impressionnant, tant du point de vue de la disponibilité des systèmes d'information technologiques que du point de vue pédagogique, d'adaptation des contenus courts, des processus d'évaluation, d'accompagnement à la réussite, etc. Bien entendu, maintenant, on amorce le semestre d'automne avec beaucoup de fébrilité. On est en pleine préparation, ça a quelques semaines, quelques jours, je pourrais dire, du début de la session d'automne. Cette session-là est bien lancée, elle sera complète. Nos étudiants internationaux pourront s'inscrire à distance s'ils ont déjà entamé leur demande de visa études. Par contre, sur le campus, on aura une session principalement, ou je dirais majoritairement, en mode hybride ou comodal. Hybride, ce qui signifie quelques cours en présence, quelques cours à distance pour un même cours. En mode comodal, ce qui signifie que le professeur ou l'enseignant sera devant une classe, fera sa prestation et sera filmé et l'étudiant pourra soit suivre en temps réel ou sinon, plus tard, pourra rattraper et suivre en fonction de son horaire, de son agenda. On a dû aussi nous assurer que nos chercheurs de pointe qui travaillent dans le secteur de la recherche très pertinente à la COVID-19, qui nous permet de comprendre la maladie, le virus, les effets épidémiologiques, etc., etc., puissent continuer leur travail. C'est une opération essentielle. Nos activités de recherche et nos services actuellement sont déployés. Certaines activités de recherche ont fait appel à, je dirais, à des réflexions un petit peu plus poussées parce qu'elles impliquaient des participants, elles impliquaient du travail terrain, de proximité. C'est avec les autorités sanitaires qu'on a fait les protocoles de travail pour ce type de recherche-là. Mais actuellement, la recherche va bien et bon train et toutes les activités ont été relancées dans le respect des mesures sanitaires qui imposent une distanciation physique, une distance physique de 2 mètres ou sinon le port du masque. Donc, toutes ces choses sont maintenant bien déployées et installées. Nos services aussi sont offerts, certains en ligne, certains au téléphone, d'autres en présence. Et puis, nos étudiants sont attendus, le personnel aussi, en fonction de leur horaire de travail et des conventions avec les gestionnaires. Les activités internationales ont été, somme toute, un peu perturbées. Hein? Les frontières ont été fermées, les accès difficiles. Plusieurs de nos étudiants, collègues à l'étranger sont revenus au pays. Nous les avons accompagnés. C'était une opération importante. Nos résidences maintenant seront disponibles à l'automne à une capacité de 50%. Plusieurs étudiants internationaux y logent. C'est une contrainte de la COVID, donc ça, c'est un enjeu. Pour ce qui est de la mobilité internationale, jusqu'à maintenant, elle a été arrêtée compte tenu des défis de transport. Maintenant, on redéploie dans des versions plus modernes de e-mobilité. Ça ne fait pas le même travail, c'est pas
parfait, mais ça nous permet de continuer d'exposer nos étudiants à des réalités diverses, internationales, enrichir leur parcours académique. Pour nous, c'est très, très important. Et je vous dirais aussi qu'on est très, très heureux de la possibilité de pouvoir continuer nos formations à distance pour nos étudiants internationaux, même si ça impose une discipline et une dynamique particulière. Ça permet aux étudiants de ne pas interrompre leur projet d'études, de les poursuivre, et c'est ce qu'on fait dès cet automne. Notre gouvernance, elle s'est adaptée au contexte de la COVID, les campus physiquement fermés, nos opérations, nos instances se sont tenues à distance sur de grandes plateformes grâce à la disponibilité de ces plateformes, Teams, Zoom, et nous avons tenu conseil d'administration, comité du conseil universitaire, cellules de gestion de crise, évidemment, à travers ces plateformes. Alors, rapidement, on a appris l'étiquette du net et tous se sont habitués à travailler avec ces outils qui nous ont permis, malgré tout, même s'ils ne sont pas parfaits, puis on manque quand même la qualité des échanges informels qui nous permettent de raffiner nos idées, nos commentaires, d'être en relation. Notre université dispose d'une politique de gestion de crise avec des plans de continuité des opérations et toute une série de mesures qu'on appelle les mesures d'urgence qui sont associées à différents types de risques ou de situations pouvant se présenter sur notre campus. Donc, oui, on avait fait un travail significatif en 2017-2018 pour peaufiner notre politique et nos mesures d'urgence, d'intervention, ce qui nous a beaucoup aidé. Par ailleurs, nous avions déjà vécu 2 crises sanitaires qui ont eu des ampleurs moindres sur le campus, mais somme toute qui étaient associées à des effets de pandémie possibles. Et donc, nous avions déjà développé, je dirais, certaines connaissances par rapport aux défis qui se présentaient à nous. Par ailleurs, on a déployé plus de 70 formations destinées à nos professeurs pour les former à la technopédagogie. On a des équipes extrêmement fortes à l'Université Laval, des professeurs championnes en technopédagogie qui ont aidé à former les collègues et à leur transmettre leur savoir de façon à ce que nous augmentions et nous continuions de progresser dans notre capacité, je dirais, vers l'excellence d'une formation à distance. Au niveau budgétaire, c'est intéressant, ça intéressera certains collègues des universités, évidemment, dans la grande incertitude de la COVID-19, dès les premiers mois, on a basculé d'un mode budgétaire à ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé chez nous, un budget de dépenses, c'est-à-dire une autorisation à dépenser. Et on a contraint de cette façon, de façon assez importante, les dépenses pendant une période de 4 mois, ce qui nous a permis de gérer une partie du défi financier. La crise actuelle a quelque chose d'inédit, c'est qu'elle perdure. Et puis, c'est pas une crise qui se définit de façon serrée dans le temps, puis on voit que ça dure, puis ça va durer encore quelques mois, voire des années. Donc, pour nous, un des défis importants, c'est de garder les équipes mobilisées, engagées. On est beaucoup plus dans une logique de course de fond, un marathon, qu'un sprint. Et dans cette logique de course de fond,
On doit travailler à maintenir la santé physique, mentale de nos équipes, les garder engagées, reconnaître leur travail. Donc, il y a tout un volet, je dirais, de reconnaissance qui est très, très important. Les gens ont investi beaucoup, se sentent mobilisés, engagés envers l'institution. Mais quand ça dure longtemps, c'est fatigant, ça use. Et puis, il faut s'assurer qu'on garde cet esprit-là le plus longtemps possible. Dans le fond, réussir à amener le fait que nous sommes inévitablement appelés à s'adapter continuellement. Alors qu'on a l'impression qu'on a trouvé une certaine forme de stabilité, les mesures changent. On revient derrière, on change les conditions, des groupes de 10, des groupes de 250, le port du masque, la distance, tous ces éléments-là évoluent dans le temps et on doit continuellement adapter, s'adapter à cette situation-là. On s'est préparé aussi à sortir du mode gestion de crise parce qu'on ne reste pas toujours en mode gestion de crise, même si la crise n'est pas complètement disparue. Évidemment, la COVID est toujours là, mais on s'est préparé à revenir à une gouvernance régulière et on s'est préparé à planifier notre semestre d'automne, notre campus, pour un retour progressif et puis la réintégration progressive du personnel, d'un certain nombre d'étudiants, de nos activités de recherche. Donc, rapidement, là, ce sont les étapes principales qu'on a dû vivre là, en gouvernance pour gérer la transition COVID. Maintenant, on apprend beaucoup de choses dans une période de crise et très certainement, c'est une des choses qu'on a appris, c'est la nécessité d'anticiper. Alors, il faut voir devant. On ne peut pas que gérer l'immédiat parce qu'en gérant que l'immédiat, qu'en portant notre regard que sur le moment, on risque de prendre des décisions fâcheuses qui auront des impacts négatifs dès le mois suivant, dès les mois suivants. Donc, on a besoin de travailler sur cette anticipation, de garder espoir, donc maintenir actif un certain nombre de projets de développement stimulants, parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, on est dans une grande opération extrêmement pénible. Et ce n'est pas le cas. On est à la sauvegarde d'une mission qui est fondamentale pour la société, pour l'humanité, et on doit garder cet espace de développement pour maintenir l'engagement de tous et faire notre part dans la société. On attend beaucoup des universités et ça, c'est un autre apprentissage que l'on a fait pendant la COVID-19. La société attend beaucoup de nous. La jeunesse attend de nous, elle veut continuer son programme d'études, elle veut avancer dans la vie, elle veut qu'on réponde présent et puis qu'on l'accompagne. La société s'attend que cette jeunesse arrive bien formée, bien éduquée, et elle a faim de connaissances, la société en temps de crise. Elle veut mieux comprendre les tenants aboutissants d'une crise, elle veut comprendre comment elle peut y faire face, et elle fait appel à l'université dans toutes ses disciplines. Et c'est vrai dans le contexte de la COVID, que ça soit en éducation, en administration, en médecine, en génie. Tous les secteurs de l'université auront été mobilisés pour participer à des efforts collectifs, contribuer à la société, à son défi, avec beaucoup de diligence et de rapidité et d'engagement. Alors, on n'a pas fini d'apprendre et on va continuer de rester en mode apprentissage. Je suis convaincue qu'une fois qu'on aura traversé cette crise, on sera mieux équipé, mieux outillé pour faire face à la prochaine.